Oui, de retour à l'émission, on va parler maintenant, on continue de parler politique. J'en profite pour saluer Rémi Villemur qui est avec nous. Bonjour. Bonjour, Cybèle Olivier. Excuse-moi, j'ai une fraise. Je l'ai pris au bon moment. Je pensais que t'avais sur le coup de l'émotion. Eh bien, je t'ai pris au bon prête moment. dans 20 secondes. 20 secondes. Ben, prends un petit... Fini, là, oui, c'est ça. Là, Ça fait quoi l'expression avoir une fraise dans la... Vous connaissez pas ça, cette expression? Ben, ça existe pas. Avoir une fraise dans la bouche. J'ai une banane dans l'oreille, non, c'est pas ça? Oui, c'est ça. Un autre qui a une banane dans l'oreille. Nick Payne, salut! Moi? Non, mais j'ai pas de banane dans l'oreille du tout. Tout est réglé en Qu'est-ce que c'est que cette métaphore fruitière étrange? C'est ça, exactement. Ben écoute, que veux-tu? Ça arrive comme ça, c'est ça le direct. Et dans quelques instants, on va parler en fait à Maxime Bernier parce qu'il a fait une sortie qui a fait quand même réagir. Maxime Bernier qui va se ranger, nous dit-il, dans le camp du oui au prochain référendum. Pourquoi il ferait ça? Ben, apparemment que pour sauver le Canada. Donc, on va lui poser la question. On veut en savoir plus. Est-ce qu'il pourrait se retrouver là, à se promener dans les rues du Québec avec des pancartes pour le oui? Peut-être un love-in québécois, les conservateurs, le Parti populaire du Canada avec des pancartes d'amour pour le Québec. Est-ce qu'on va assister à ça? Maxime Bernier, bonjour. Bonjour, merci de l'invitation. Bien, c'est un plaisir. Bien, dites-nous justement, là, pourquoi voulez vous ranger maintenant dans le camp du oui? Je sais que vous avez déjà, vous l'avez mentionné, là, vous avez voté pour le oui au Québec lors du référendum de 1995. Est-ce que vous êtes sérieux ou, ben, je sais pas, vous avez besoin là, d'attirer un peu l'attention de ce temps-ci? Là? Si vous êtes sérieux, oui ou non? Oui, je suis très sérieux et c'est la conclusion logique de mon cheminement politique. Vous l'avez bien dit, en 95, j'ai voté pour le oui, pas à cause que j'étais indépendantiste, comme plusieurs Québécois, parce que j'en avais marre, j'en avais soupé de l'intervention du fédéral dans les champs de compétences des provinces, du non-respect de notre Constitution, et je voulais un changement majeur et une renégociation sur des vraies bases en respectant notre Constitution. Ceci étant dit, 30 ans plus tard, c'est encore pire. Le gouvernement fédéral s'ingère encore dans ces champs de compétences des provinces, qu'on parle de la santé, de l'éducation, avec des garderies, le programme d'assurance dentaire. Le gouvernement fédéral dépense avec un pouvoir qu'il n'a pas, le pouvoir de dépenser dans les champs de compétences des provinces. Ça ne fait pas partie de la Constitution. On voit aussi avec l'immigration de masse que le tissu social québécois ou canadien est à la dérive. Et donc, aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je suis dans une chambre d'hôtel en Alberta pour l'élection partielle. Et les Albertains, plusieurs Albertains pensent comme moi. Ils aiment ce pays et la meilleure façon de le sauver, c'est de créer une crise constitutionnelle lorsqu'il y aura un vote sur l'indépendance. Et ici, en Alberta, durant cette élection partielle, bien, nous avons un candidat, Jonathan, qui prône ce point de vue-là. C'est le point de vue du Parti populaire. Maintenant, le fédéral, que ce soit les conservateurs ou les libéraux ou le NPD, ont une position traditionnelle. Monsieur Poilievre a dit aux électeurs ici qu'il allait respecter les dépenses fédérales dans les champs de compétences des provinces. Il n'allait pas changer la formule de péréquation. Ici, c'est très important pour les Albertains. Ils en ont marre de payer pour des programmes sociaux que le Québec se paye avec l'argent d'Alberta, selon eux. Et donc, on veut que le fédéral revienne à l'esprit des pères de la Confédération. C'est la seule façon de changer le Canada. Et le message que je leur dis, c'est le même message que je vais dire aux Québécois s'il y a un référendum dans les prochaines années au Québec. C'est que ça va ouvrir toutes les options pour l'Alberta. Ils auront 3 options devant eux. Un oui à 51% va faire en sorte qu'on va pouvoir avoir une négociation et que le fédéral va prendre finalement les provinces au sérieux. L'Alberta pourrait devenir un pays indépendant ou l'Alberta pourrait devenir la 51e État des États-Unis. Mais nous, ce qu'on veut, c'est créer cette crise constitutionnelle pour qu'enfin, on en discute et on règle le problème et qu'on respecte la Constitution canadienne. Et la deuxième question que vous allez peut-être me poser, bien, M. Bernier, si le oui fait en sorte qu'au Québec ou en Alberta, on ne veut pas renégocier et ces provinces-là deviennent indépendantes, bien, il arrivera ce qui arrivera.
Il arrivera ce qui arrivera, exactement. Puis je veux vous amener là. Vous avez parlé beaucoup de l'Alberta, c'est intéressant, mais je veux revenir au Québec. Vous dites que donc vous allez vous ranger dans le camp du oui pour sauver le Canada. Mais vous êtes conscient que quand on se range pour le camp du oui, ça peut être aussi pour faire complètement éclater le Canada puis avoir un État indépendant. Est-ce que ça, vous l'assumeriez puis de dire le Québec, oui, doit devenir un pays? Tout simplement, vous qui n'aimez pas différents paliers de gouvernement, de centralisation, est-ce que pour le Québec, il y a un gain à aller chercher là, d'un point de vue pragmatique, là? Bien, je pense, on revient au débat qu'on a eu en 95. Vous savez, il y avait Parizeau, qui était un indépendantiste pur et dur, et il a nommé Lucien Bouchard pour son négociateur en chef. On revient à la souveraineté association de René Lévesque. Moi, ce que je dis, c'est que je crois à ce pays-là, je crois à notre Constitution telle qu'elle a été rédigée en 1877 par les pères de la Confédération, qui respecte l'autonomie des provinces, ce qu'on n'a fait plus aujourd'hui, qui respecte la différence entre les différentes provinces. La meilleure façon de garder ce pays-là uni, c'est de s'assurer qu'on a un gouvernement fédéral plus petit, non interventionniste, qui fait en sorte de pouvoir, où on pourrait avoir des provinces qui ont des priorités différentes que le fédéral. Mais Aujourd'hui, c'est pas une centralisation. Oui. Ça, j'entends. Puis, effectivement, sur le côté de la centralisation, on vous entend là-dessus. Je pense que c'est très pertinent d'amener ce débat-là aujourd'hui, de se dire est-ce qu'effectivement, le fédéral devient de plus en plus, comme on dit, ingérable, au sens qu'il s'infiltre de plus en plus dans les compétences des différentes provinces. Et ça, c'est un problème pour l'autonomie des différentes provinces du Canada. Mais il y a quelque chose, je trouve, il y a une distinction. Je trouve qu'au Québec, pour les indépendantistes, les souverainistes québécois, c'est vraiment de sortir de ça. C'est pas juste on veut revenir, machin, confédération. Non, pour les souverainistes, c'est quelque chose de clair. C'est l'État aussi, c'est que le Québec devienne un pays. Et d'ailleurs, si on retourne même à 82, le Québec n'a jamais signé la Constitution. Donc, c'est pas le même paramètre. Donc, réalisez-vous aussi quand même que se dire je me range dans le camp du oui pour le Québec, c'est autre chose. Là. On embarque dans une autre dynamique. C'est un risque, effectivement. C'est un risque une fois que le oui gagne au Québec, qu'on a fait fi des négociations avec Ottawa et qu'on veut créer un pays indépendant. J'assume ce risque-là. Mais regardez juste ce qui est arrivé en Angleterre avec Brexit. Ça a pris 2 ans de négociations. L'Angleterre a retrouvé son autonomie avec des liens économiques avec l'Europe. Nous, au Québec, bien, la Constitution, si on la respectait, le Québec, d'après moi, serait très heureux et aussi les autres provinces comme l'Alberta. Mais vous mentionnez la Grande-Bretagne, le Brexit, je veux dire, ça reste quand même, la Grande-Bretagne reste un pays, là, c'est un État, c'est pas non plus, on parle du Brexit, c'est une question, c'est une entente commerciale quelque part, plus que ça, évidemment, mais ça reste que la Grande-Bretagne reste un pays. Là, quand on parle d'un référendum pour un État souverain pour le Québec, si on va vers un pays, c'est autre chose. C'est pas juste une question d'une entente commerciale. Il y aura toujours moyen de négocier, comme on dit. Donc, c'est pour ça que je vous dis, est-ce que vous mesurez quand même que, tu sais, si vous arrivez avec vos pancartes pour le oui, c'est pour autre chose, là? Est-ce que, parce que vous, avez-vous l'impression que vous pourriez aller quand même connecter? Je pense qu'au Québec, il y a des voix conservatrices. Pensez-vous que vous pourriez connecter avec les Québécois sur ce chemin-là? Tu sais, si on parle d'Éric Duhaime, lui, il a complètement rejeté, en tout cas, à tout le moins. C'était pas trop présent, disons, dans la campagne dans Arthabasca. Il n'est pas dans cette voie-là nécessairement super assumée, nationaliste, tout ça. Mais vous, est-ce que vous pourriez être cette voix pour les Québécois conservateurs, mais qui seraient tentés par le oui? Bien, serait tenté par le oui pour renouveler le Canada. C'est ce qui est important à dire. Et si ces négociations-là aboutissent à rien, si le fédéral fait fi des revendications et continue à ne plus respecter, à ne pas respecter la Constitution, bien, il y a une conséquence à ça et je suis prêt à l'assumer. Mais moi, je regarde le programme du Parti québécois. C'est un programme plutôt de gauche. Je suis un politicien qui prône la liberté et la responsabilité
responsabilité individuelle, un État plus petit au Québec, oui, plus petit à Ottawa aussi, qui arrête de dire aux gens quoi faire et quoi ne pas faire, et qui ait un budget équilibré. Donc, je suis un conservateur fiscal. Je crois aux individus. Je ne crois pas à un État interventionniste qui va régler tous les problèmes de l'humanité. Ça n'arrivera pas et ça ne fonctionnera pas. Donc, sur le point de vue du programme du Parti québécois, c'est un programme plutôt de gauche à laquelle les Oui, idées que je prône en politique sont complètement oui, différentes. tout à fait. Mais c'est pour ça que je vous disais, vous, avez-vous l'impression quand même que vos idées pourraient percoler donc au Québec? Mais Peut-être. donc, pour le oui, mais un oui pour, conservateur, avec cette vision-là que vous avez pour l'économie, qui est différente, qui n'est pas justement de ce que vous décrivez, par exemple, pour le Parti québécois. Est-ce que vous seriez tenté de vous revenir ici, plus au Québec, puis dire, regarde, je pense que j'ai envie de me réimpliquer vraiment pour ce qui est de la politique québécoise? Pas actuellement. Actuellement, je veux sauver le Canada et ça fait partie de mon cheminement politique. C'est pourquoi je suis allé en politique en 2006 avec Stephen Harper. Stephen Harper devait renouveler la fédération. Il a fait un discours important au Québec en 2005, en septembre-octobre 2005, si ma mémoire est bonne, en disant « Je vais respecter la Constitution, je ne ferai pas d'ingérence dans le champ des compétences des provinces. » Il a respecté le statu quo au lieu de respecter les compétences des provinces. Et j'ai essayé de changer le fédéral de par l'intérieur en étant député et ministre. Ça n'a pas fonctionné. On a créé le Parti populaire avec des idées très arrêtées pour s'assurer qu'on respecte notre Constitution, et ça depuis la fondation du Parti populaire depuis 2018. Et maintenant, on voit que c'est de pire en pire. Et je dis, créons cette crise constitutionnelle et ayons de vraies discussions. Là-dessus, je tiens à dire à vos auditeurs, téléspectateurs, que je ne suis pas un indépendantiste. Je pense qu'il faut voter oui pour briser le carcan à Ottawa et avoir ces négociations-là. Et si jamais il n'y en a pas de négociation... Le carcan, il n'y a jamais été... Vous dites, ça fait des années là, que vous militez pour vos idées, tout ça, là, et vous le dites vous-même, ça ne fait qu'empirer. Et lors de vos dernières élections au fédéral, vous avez fait quand même presque, c'est quoi, moins d'un 1%. Donc là, avez-vous l'impression que vous prêchez un peu dans le désert? C'est pour ça que je vous pose la question. Au Québec, on sait que quand vous avez fait de la politique active, vous avez été très apprécié quand même au Québec. Ici, vous ne dites pas, ben finalement, peut-être que mon message, peut-être qu'il est moins audible dans le reste du Canada. Vous n'avez pas l'impression que vous auriez peut-être intérêt à vous intéresser davantage aux Québécois? Je m'intéresse aux Québécois, je m'intéresse aux Albertains. Je suis ici en Alberta et pour répondre directement à votre question, je crois qu'on peut réussir à renouveler ce pays-là, mais il faut un choc majeur et le choc va peut-être arriver de l'Alberta. On en parle. Vous dites qu'ici, dans cette élection partielle en Alberta, il y a plus de 200 candidats. Et ce que je leur dis, il y en a seulement un qui répond à vos besoins, c'est le candidat du Parti populaire, parce que Poilievre, ou bien les libéraux, ou bien l'ensemble des autres candidats ne parlent pas des enjeux importants. Et ici, en Alberta, ils veulent avoir leur force de police, ils veulent avoir leur caisse de dépôt, ils veulent gérer leur système de santé et avoir plus de privés en santé. Ils sont tannés de payer de l'argent et de redistribuer leur richesse à travers le pays. Et ça, les chefs des partis traditionnels n'en parlent pas. Et je leur dis, envoyez un message clair au Canada en votant pour le Parti populaire avec notre candidat Jonathan. Et je vais faire la même chose au Québec s'il y a un référendum. Envoyez un message clair à Ottawa, votez oui, parce que c'est la seule façon de mettre un couteau sous la gorge d'Ottawa. Et plus le oui sera fort, plus le couteau sera aiguisé pour finalement avoir un gouvernement à Ottawa qui va respecter l'ensemble des provinces et l'autonomie des provinces. Et j'assume le risque que l'Alberta devienne indépendant, que les négociations échouent ou que le Québec devienne indépendant. Mais on ne peut plus... Oui. Mon constat, c'est qu'on ne peut plus vivre dans un Canada comme actuellement, qui n'est plus une fédération, mais qui est un gouvernement centralisateur et fait fi des volontés des provinces. Je vais faire réagir quand même mes collaborateurs ici, là, mais advenons là, que, je sais pas, scénario fictif, vous allez me dire, mais quand même,
l'Alberta devient indépendant, le Québec devient indépendant parce que vous avez créé cette crise constitutionnelle puis que là, les Canadiens sont écœurés, il se passe quelque chose. Là, vous vous installez où, là? En Alberta, dans le reste du Canada ou au Québec? Je vais choisir la province qui va donner plus de liberté à leurs citoyens. Si c'est l'Alberta, j'irai en Alberta. Si c'est au Québec, j'irai au Québec. Bon, voilà. Enfin, c'est dit. C'est ça. Donc, c'est quand même ouvert. Ça risque d'être en Alberta. On avait une question, je pense, ou enfin une réaction, Cybèle Olivier. Ah non, en fait, t'as raison. C'est une question, M. Bernier, puis ça vous ramène à ce que vous disiez en début d'entrevue par rapport à l'immigration. Vous n'êtes pas trop étendu là-dessus parce que, bon, vous l'avez fait souvent, mais c'est quelqu'un qui voulait avoir une réponse par rapport à ce que vous feriez en lien avec l'arrivée des immigrants illégaux, des réfugiés qui ont parlé des frontières, les aéroports. C'est ce que Alex de Montréal demande. Il parle de Mark Carney qui semble ne rien faire. Alors, vous, quelle est votre proposition au Parti populaire? Elle est claire, depuis 2018, on s'est fait traiter de raciste pour avoir dit qu'il faut moins d'immigrants. Et je tiens à le dire, pas par les médias francophones québécois, mais par les médias anglophones. Pourquoi pas par les médias francophones? Parce qu'au Québec, en 2018 et bien avant, on a l'habitude de discuter des seuils d'immigration pour préserver la culture québécoise et notre société distincte, si je peux m'exprimer ainsi. Et donc, c'est pas un scandale de parler de seuil d'immigration. Mais au Canada anglais, j'étais le premier à emmener ça en 2018 et je voulais un maximum de 150 000 immigrants par année à cette époque-là. Maintenant, avec l'immigration de masse de Justin Trudeau des 10 dernières années, on prône un moratoire, c'est-à-dire une pause sur l'immigration pendant plusieurs années, et même la déportation des clandestins. Parce que cette année au Canada, on n'a pas les chiffres exacts, entre 1,5 million et 4,5 millions de migrants au Canada vont voir leur permis n'être plus être en vigueur. Donc, que ce soit le permis de travail, que ce soit le permis d'étudiant, et ils vont devenir des illégaux ou des clandestins. Et on sait que ces gens-là veulent rester au Canada. Le Parti conservateur veut leur donner la résidence permanente pour les étudiants où leur permis va être Donc échu dans quelques vous iriez mois. jusqu'à cette expulsion quand même assez ferme, là. Oui, et c'est dans la loi au Canada. C'est dans nos lois au Canada, la loi d'immigration. Lorsqu'il y a des gens qui commettent des crimes au Canada, qui n'ont pas la citoyenneté canadienne, c'est une option de déporter ces gens-là. Et lorsqu'ils deviennent clandestins, c'est dans la loi, on peut déporter. Mais le fédéral ne fait rien par rapport à ça. Et nous, notre position est claire. Un moratoire, une pause, et ces illégaux, ces clandestins doivent être déportés. Maxime Bernier, on va devoir se laisser là, de 15 secondes. Nick Payne, une petite réaction avant qu'on se quitte. Bon, en 15 secondes. L'idée de voter oui pour réformer le Canada n'est pas bête du tout. Elle n'est pas nouvelle du tout. D'autant qu'un oui victorieux n'est pas la garantie que le Québec devient indépendant non plus. Hein. Il y a toute une série de négociations à y avoir ensuite. Ce qui est inusité dans le cas de M. Bernier, c'est qu'il est chef de parti fédéral. Et quand tu aspires à être premier ministre du Canada, tu aspires à être celui qui va défendre l'intégrité territoriale du pays. Alors là, il y a des Canadiens anglais qui vont se gratter le coco un peu, puis peut-être que M. Bernier va revenir faire de la politique au Québec plus vite qu'il ne le prévoit. Et Rémi Villemur? Ben moi, je ne l'ai pas trouvé suffisamment clar. J'aurais peut-être souhaité qu'il reste. Parce oui, mais que... il est là, il est toujours là. Ah, il est là. Ben, M. Oui. Bernier, c'est parce que, en fait, ce que vous voulez, c'est pas que les Québécois votent oui. C'est vous voulez que pendant la campagne référendaire, le Canada mette sur la table des options, puis si ça vous suffit, vous allez alors encourager les Québécois à voter non. Non, absolument pas. C'est ce qu'on a fait en 1995. Le fédéral nous a fait plein de promesses. Écoutez, c'est ce que je dis aux Albertains ici, là. Un 49% de oui au Québec a entraîné plus d'ingérence du fédéral et de non-respect de notre Constitution après 30 ans. Donc, les Albertains, si vous voulez que ça change, parce qu'il va y avoir un référendum d'initiative populaire en Alberta l'année prochaine, votez oui, sinon il ne se passera rien. Et moi, je dirais pas aux gens, acceptez les provinces des fédéraux. Ils nous en ont fait des provinces. Trudeau père en a fait, Chrétien en a fait dans les derniers référendums. Ils n'ont jamais respecté ces provinces et ils ont empiré la situation. Donc, moi, je vais leur dire, votez oui pour créer. Et vous avez raison de dire, ça va créer une négociation. Et là, on verra. Et on va être, moi, ma position dans ces négociations-là, c'est de dire, revenons à la Constitution de 1867 des deux peuples fondateurs où ça fonctionnait bien au Canada. Là, il n'y a pas juste le Québec certains Québécois qui sont insatisfaits. Il y a ici en Alberta, entre 25 et 30% de la population sont prêtes à voter oui à un référendum sur la sécession.
Maxime Bernier, chef du Parti populaire du Canada, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie. Bonne journée.